On se retrouve ce soir dans Punchline avec Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir choisi CNews pour vous exprimer ce soir. D'abord, une question d'actualité. Si vous le voulez bien, l'Algérie, le président Bouteflika ne se représentera pas pour un 5e mandat. Mais évidemment, les Algériens sont toujours dans la rue. Ils suspectent une ruse du pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas été un peu vite en besogne en vous réjouissant hier? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen qui demande la suspension des visas français pour les Algériens? Non, non, certainement pas. Non, d'abord, commençons par dire ce qui est une évidence, c'est que les Français sont très intimement liés à l'Algérie. Pas seulement par des souvenirs tragiques de la guerre, mais aussi par des dimensions plus joyeuses, plus aimantes. Il y a 3 200 000 pieds noirs, fils de pieds noirs et petites filles de pieds noirs, et il y a 3,5 millions de binationaux franco-algériens. Cela représente un total de 7 millions de personnes qui se sentent directement concernées quand il se passe d'un côté quelque chose ou de l'autre. Et dans ces conditions, il n'y a pas d'autre peuple avec lequel, je dis bien, il n'y a pas d'autre peuple dans l'univers avec lequel le peuple français soit plus intimement lié. Nous avons ensemble des familles, des gosses, des tontons, des tatas, des cousins, tout ce qu'on veut. Donc, quand l'Algérie se met en mouvement, le peuple algérien se met en mouvement, bah, la sympathie va évidemment, en tout cas pour des gens comme moi, du côté du très grand nombre. Et c'est vrai, comme cette fois-ci, comme ça avait pu l'être il y a de cela quelques années, lorsque la Kabylie s'était mise en mouvement. Bon, alors après, évidemment... On connaît l'issue, hein, et la répression, évidemment. Oui, ça a été terrifiant. Très, très ils se sont sentis bien seuls, c'est vrai. Mais enfin, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le peuple est venu pour dire, écoutez, là, vous exagérez. Une fois de plus, si vous voulez, en Algérie comme en France, les élites se croient tout permis. Alors, ils se sont dit, oui, bah tiens, un 5e mandat avec un gars, un homme qui est dans une situation, une condition physique, semble-t-il, tout à fait pitoyable. C'est pas très respectueux pour lui non plus. Donc, je pense qu'il y a eu un sursaut de dignité, et du coup, les gens se sont dit, bah quand même, on va se mêler de nos affaires. Alors, ça, c'est plutôt positif, et on peut regarder ça avec sympathie, non, il me semble, et se sentir en communion avec eux. Voilà, c'est mon cas. Alors, vous faites quand même... C'est pas de la politique, ça c'est de l'amour, chère Madame Ferrari. Vous m'avez surprise quand vous avez fait le parallèle entre l'Algérie, qui, selon vous, donne une leçon d'action révolutionnaire de masse à la France, et le mouvement des Gilets jaunes. Vous dites que le maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron... Vous faites un parallèle quand même entre le maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron et le maintien au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Sérieusement. Vous dites que M. Macron, sans dissolution ni élection au prix d'une violence d'État, c'est un peu comparable à ce qui se passe. Alors, il y a des choses... Franchement... Bah, d'abord, bien sûr que je n'ai pas l'intention de dire que c'est la même chose. Je ne l'ai jamais dit et je ne vais pas commencer ce soir. Mais il faut être un peu moins prétentieux. Ne pas regarder les autres en leur donnant des leçons, comme les Français ont l'habitude de le faire. Par exemple, avoir pour le président Macron une opinion sur qui doit être président au Venezuela et n'en avoir aucune sur qui doit l'être en Algérie, par exemple. Bon. Alors, c'est un des exemples. Il ne l'a pas fait sur l'Algérie, vous le savez parfaitement. On peut quand même dire qu'il y a quelque chose à apprendre du peuple algérien. Ne croyez-vous pas? Moi, je le crois. Et je trouve que il y a eu un sursaut de dignité face à un pouvoir qui n'écoute personne. C'est ce qui semble s'être imposé. Nous sommes dans une situation comparable en France, puisque nous avons un président de la République. Nous venons d'avoir une élection présidentielle. Normalement, ça purge une situation politique. On tourne la page, puis on passe à autre chose. Et là, ça n'a rien purgé du tout. Au contraire, il y a eu 17 semaines d'insurrection citoyenne, conclu par des milliers de gardes à vue, des milliers de gens condamnés en justice, des éborgnés, des mutilés. Bon, nous sommes dans une situation de tension qui, normalement, dans une démocratie ordinaire, se règle par des élections. Ailleurs, peut-être qu'on aurait fait une dissolution. Mais non, là, ça continue. Et même, on nous dit, ben voilà, il y a un grand débat. D'accord, il y a que 160 000 personnes qui y participent. Pour ce qui est de la plateforme Internet, hein, vous savez très bien qu'il y a eu d'autres débats qui se sont déroulés. Oui, mais peut-être que vous êtes en état de nous dire combien de monde y était. Ah, pas encore, puisque vous savez très bien que ça se termine à la fin de la semaine. Mais vous ne pouvez pas le savoir, Madame Ferrari. Je comprends vos scrupules de journaliste, mais vous ne pouvez pas le savoir. Parce qu'à peine 16% des réunions ont donné lieu à un compte-rendu. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. C'est un immense flop. Donc, nous revoilà à la case départ. Et M. Macron va sans doute nous faire des propositions dont je peux vous dire d'avance qu'elles vont tomber à plat. Parce que quand on voit comment ils ont commencé... Est-ce que vous le savez déjà? Ben bien sûr, j'ai vu monsieur... Ben, j'ai pas besoin d'être très malin pour le faire, il suffit d'écouter ce qu'ils disent. Monsieur Guérini, vous le connaissez, monsieur Stanislas Guérini, c'est le chef du mouvement La République En Marche, il est secrétaire général, pardon, je ne sais pas le titre qu'il a. Alors il nous a annoncé qu'il a compris et que la conclusion, ça serait
une journée de travail gratuit supplémentaire pour les Français pour aider à la grande dépendance. Franchement, on se pince, on a envie de rire, on dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qui a pu demander une chose pareille et où a-t-il entendu ça ? Donc la conclusion du mouvement des Gilets jaunes, c'est une journée de travail gratuit pour payer la dépendance des personnes âgées. On a un sentiment d'irréalité qui ressemble à celui que les Algériens ont dû ressentir en apprenant que M. Bouteflika voulait faire un 5e mandat. Ça paraît ahurissant. Donc il y a des similitudes dans l'absurde, dans les situations incroyables. Mais naturellement, ça n'est pas la même chose, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez pressenti il y a plusieurs années. Je me suis replongée dans un de vos livres, Qu'ils s'en aillent tous, c'était en 2012. Vous l'avez écrit à ce moment-là. Vous décrivez, mais quasiment mot par mot, ce qui se passe aujourd'hui. Simplement, ce que vous n'avez pas vu, c'est que ce mouvement allait vous rejeter aussi violemment. Est-ce que ça vous surprend aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ? Non, d'abord, merci je crois que c'est un cas unique. Il y a maintenant 17 semaines que ça dure. Personne ne m'a parlé une seule fois des 2 livres que j'ai écrits sur le sujet bien avant. Celui-ci, Qu'ils s'en aillent tous, en 2012, et L'ère du peuple, qui est décrit de manière plus théorique et plus complète. Après, la théorie permet d'approcher et de prévoir la réalité, mais moi, je n'ai pas une boule de cristal, je ne prétends pas savoir tout ce qui se passe et comment ça va se passer. Alors après, vous me posez une question. Vous dites, ils vous ont rejeté. Pour vous faire plaisir, je vais vous dire que oui, mais je n'en pense pas un mot. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas les personnes, c'est les idées qui avancent. Quand vous voyez une masse de gens demander le partage des richesses, demander le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire en fait la 6e République. Mais moi je jubile, madame, parce que c'est mon programme, c'est ça que j'ai défendu pendant les élections. Victoire. Bon, pas ma victoire, mais disons que j'ai de nombreuses raisons de jubiler. Maintenant, en effet, il y a aussi d'autres phénomènes. Ce mouvement, c'est un peu tout, il appartient à personne. Et il y a aussi un phénomène, sans doute, ils doivent se dire, oui, bah lui, c'est un homme politique, ça fait un moment qu'il est là. Dégagez-le. Mais pourquoi pas ? J'ai déjà dit que j'étais d'accord pour me faire dégager, mais à une condition, si j'ose dire, c'est qu'on me permette de mener le combat pour qu'on passe à un autre régime politique. Je vous demande d'y réfléchir. Comment se fait-il que 18 mois après une élection présidentielle, on éprouve le besoin, le président en tête, d'organiser un grand débat sur tous les sujets dont on a débattu pendant la présidentielle ? C'est donc que tout le système est en impasse. Et le moment est venu de, en quelque sorte, réécrire la règle du jeu. Parce que c'est ça que les gens disent. Disent, vous autres, les élites, ça suffit, ceci, cela. Le pouvoir, comment ça se fait qu'il est accumulé par certains ? Pourquoi n'avons-nous jamais la parole ? Eh bien, faisons la réponse politique à ça. C'est une assemblée citoyenne constituante, où le peuple lui-même change la règle du jeu. Mais bon sang, quel est le problème ? On a rectifié 23 fois la constitution de la 5e République. On pourrait bien le faire, une 24e, mais cette fois-ci avec le peuple. Mais il n'y a que vous qui le demandez aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Les Français qui s'expriment, que ce soit dans les réunions qui terminent cette semaine, sur la plateforme, ne demandent pas d'assemblée constituante. Non, mais sur la plateforme... Ils demandent le RIC, mais pas l'Assemblée constituante. Mais ça revient au même. Parce que si vous imaginez un pouvoir d'intervention citoyenne tout au long de la production de la loi, eh bien vous êtes dans mon épure politique. Mon idée, quelle est-elle ? Avoir des institutions stables, parce qu'on ne gouverne pas en assemblée générale permanente. Et en même temps, une capacité d'initiative permanente du peuple dans les institutions politiques. C'est par le référendum d'initiative citoyenne. Alors, il y en a 3, pour abroger des lois, pour en proposer ou pour virer des élus. Bon, voilà 3 exemples. Mais ça change la nature du régime. Et ça lui garantit la stabilité et l'intervention populaire. Par conséquent, j'estime que le référendum d'initiative citoyenne que nous avons présenté à l'Assemblée nationale... Il a été balayé, hein. Ah oui. D'un revers de la main. Ah oui, ils nous ont envoyé balader, mais bon, ça a été présenté, je trouve que c'est bien. Puisque les gens le demandaient, il a été présenté à l'Assemblée nationale par nous. Donc vous voyez qu'il y a une grande osmose entre le mouvement et nous, mais chacun à sa place. Le mouvement ne peut appartenir à personne, et quant à nous, nous appartenons à nous-mêmes, en quelque sorte, à ceux qui nous ont désignés, élus, les 7 millions de personnes qui ont voté pour moi à la présidentielle. Pour moi, pour mon programme, parce que moi, je passerai, le programme, non. Ça veut dire que vous ne vous représenterez pas à la prochaine présidentielle ? Ça, nous verrons quelles sont les conditions dans lesquelles cette campagne... Mais je ne manque pas de successeurs potentiels. Ah bah oui. Hommes et femmes, il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle François Ruffin qui fait parler de lui. Franchement, vous voyez, vous relancez... Mais il le fait parler de lui à bon escient, parce qu'il a fait un film magnifique et un livre intéressant. Et son film est un événement dans la séquence politique. Il y a longtemps qu'une œuvre d'art n'était pas partie prenante d'un mouvement politique. Pour autant... il y a aussi d'autres... Il n'y a pas que lui, quoi. Bah oui, femmes et hommes. Je ne veux pas faire la liste parce que j'en oublierais et il serait horriblement meurtri. Mais je suis très fier du travail que j'ai accompli en permettant à cette génération d'apparaître. Et j'insiste, des hommes
et des femmes. Heureusement que vous parlez des femmes. Il affirme, lui, François Ruffin, que vous l'encouragez à ne pas fermer la porte de la présidentielle. Donc vous avez plusieurs dauphins comme ça que vous maintenez dans l'incertitude. Jean-Luc Mélenchon? Oui, mais vous savez, je suis propriétaire de quoi? De rien. Il n'y aura donc pas d'héritier. La seule chose qui est possible... Des millions de voix qui se sont portées sur vous. Oui, mais les gens qui ont voté pour le programme L'Avenir en commun et pour moi sont des gens pleins d'intelligence et de malice. Et par conséquent, c'est eux qui, si le cas se présente, auront à décider qui mérite d'être soutenu. Mais ça pourrait être moi, vous savez. Vous voyez vraiment vous relancer dans une campagne présidentielle avec l'implication que ça demande? Pourquoi pas, oui, pourquoi pas, si j'en ai à ce moment-là les moyens physiques et intellectuels, et pourquoi ne les aurais-je pas, pourquoi pas. Mais j'évaluerai à ce moment-là, vous savez, on aura bientôt, avec on a une belle liste là aux élections européennes, avec Manon Aubry qui l'amène. Ce sont des gens de moyenne d'âge assez jeunes, de milieux très différents, tous ne sont pas insoumis. Voici encore une belle équipe qui va surgir et qui va gagner ses galons dans la bataille au niveau européen. Donc pour moi, l'essentiel de ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire la construction d'une force pérenne, menée par une équipe très large et ample, je l'aurai réussi. Rappelez-vous d'où je viens, Madame Ferrari, parce que vous avez été témoin de tout ça. Il y a un temps, on disait, oh, ce type est tout seul. Bon, maintenant, tout le monde voit que je ne suis pas tout seul, et c'est tant mieux pour le pays et pour ce que nous essayons d'incarner. Ce programme, L'Avenir en commun, comme il a touché juste, comme il a vu loin, je suis très heureux de tout ça. Est-ce que vous avez senti une cassure avec les Français après les perquisitions, notamment au siège de la France Insoumise à votre domicile, qui ont provoqué votre colère, une très grande colère? On va regarder une seconde ces images, et puis vous m'en parlerez. Ça, c'est pas loyal, ça. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement, ils ne me font pas peur. Vous n'aimez pas revoir ces images, Jean-Luc Mélenchon? Non, parce que celle-là, ça va encore, mais on a passé pendant des jours et des jours en boucle 30 secondes qui a été filmée par Quotidien, qui a donné, donc c'est sur la base des images de Quotidien qu'aujourd'hui je suis poursuivi. Non, mais il faut quand même le dire. Hein. Ça pose un grave problème, parce que si les images de télévision servent de supplétif à la justice, où on va? Bon, en attendant, je demande qu'on se souvienne que ce jour-là, moi, j'ai le sentiment d'une totale injustice. Je suis perquisitionné à 7 h du matin sans préavis, ainsi que tous mes anciens assistants, sur la base de la dénonciation d'une dame d'extrême droite qui avait accusé comme ça 17 personnes. Je suis le seul à subir ça. Dans le cadre des assistants du Parlement européen. Oui, sur l'affaire de... Ils prétendent que mes assistants au Parlement européen, comme s'ils n'avaient pas assez à faire avec moi, étaient en train de s'occuper d'autre chose. Ce n'est pas vrai. Mais quand bien même ça serait, je suis obligé de vous dire qu'en France, la tradition est qu'on ne sépare pas l'activité parlementaire de l'activité politique. Pardon pour les auditeurs qui m'écoutent, tout ça doit leur paraître embrouillé. Mais ce moment-là, je le vis comme une injustice horrible. 7 h du matin, je sais que chez M. Benalla, on lui a téléphoné avant pour lui dire est-ce qu'on peut venir. Il a dit ah ben j'ai pas la clé, revenez demain. Après, il manquait un coffre-fort. Moi, j'ai été traité comme si j'étais un bandit, un délinquant. On pense qu'on veut de moi, mais je ne suis ni un bandit ni un délinquant. Et j'ai été offensé. Et ensuite, j'apprends qu'on perquisitionne le siège, mais toujours pour les mêmes raisons. Et je me rends au siège avec un unique but, dire écoutez, ne prenez pas notre fichier. Et là-dessus, il s'ensuit une situation extrêmement tendue. Oui, je l'ai payé cher, d'autant qu'on a passé en boucle les mêmes images de 30 secondes pour une journée commencée à 7 h du matin et qui s'est terminée à 2 h de l'après-midi. Donc oui, je l'ai payé et j'ai commis une erreur, je le sais. J'aurais dû rester absolument impassible, subir l'injustice et l'outrage, mais à l'époque, on ne savait pas encore ce qu'on a su après, quand il y a eu 8000 gardes à vue de gilets jaunes, 1400 personnes condamnées. Aujourd'hui, une garde à vue, une perquisition, c'est devenu un instrument ordinaire de direction du pays. Madame Belloubet en fait à tout le monde, par exemple. Les jeunes gens qui ont enlevé le portrait de Macron dans les mairies. Bon, vous vous rendez compte d'un drame. Eh bien, il y a eu 20 portraits d'enlevés, 4 perquisitions, et 3 personnes en garde à vue. Donc maintenant, c'est devenu, pour le pouvoir macroniste, une manière de régler les problèmes en criminalisant toutes les oppositions. Alors peut-être qu'à l'époque... bon, maintenant, je vais vous dire une chose, Madame Ferrari, vous savez,
ça dépend beaucoup des milieux sociaux. Quand je suis revenu à Marseille, c'est tout juste si les gens ne me portaient pas en triomphe. Alors il y a d'autres milieux où on dit on ne doit pas parler comme ça, on ne doit pas s'emporter. Fort bien, j'accepte la remarque et je m'engage à en tenir compte dans l'avenir. J'espère ne pas être trop souvent perquisitionné. Une différence entre le peuple et l'élite, c'est est-ce que l'image que vous avez renvoyée à ce moment-là n'a pas provoqué une inquiétude, une interrogation chez les Français, et notamment ceux qui ont voté pour vous? Oui, enfin bon, n'exagérons pas, parce que c'est pas ce que les sondages montrent, hein, quand on regarde comment ça se passe. Oui, bien sûr, des gens se sont posés des questions, se sont dit, voilà. Est-ce qu'il peut garder ses nerfs, est-ce qu'il peut garder son sang-froid? Madame Ferrari, le jour où vous planterez un clou dans votre maison pour y mettre un cadre, et que vous ratez le clou et ça arrive sur votre doigt, je crains que si on passe en boucle les images de votre réaction, on se dise, mais cette femme qui a l'air si pacifique... Ce n'est pas exactement la même chose, mais bon. Non, vous avez raison, c'est beaucoup plus grave ce qui m'est arrivé, puisque j'ai été l'objet d'une manipulation judiciaire et policière sur la base d'une simple dénonciation sans fait matériel, je le rappelle. Personne ne m'accuse de quelque chose de précis. Allez, on va parler des européennes. C'est vous qui avez voulu parler de ça. Moi, oui, absolument. Volontiers parler d'autre chose. Et je le maintiens. On va parler des élections européennes. Le président Macron a fait une tribune en début de semaine dans laquelle il appelle à une renaissance européenne. Il y a un certain nombre de propositions. On va en évoquer quelques-unes. Et vous clamez en retour, et c'était une tribune que vous avez fait lundi, sortez des traités stupides. Alors, il y a une virgule, parce que ça veut dire quoi? Oui, il y a des pays où il n'y a plus de virgule et d'autres où il y en a. Alors, est-ce que les stupides, c'est Emmanuel Macron et ses alliés? Est-ce que ce sont les traités? Expliquez-nous. Oui, non, d'abord commençons par ce qui compte, pas la virgule. Le titre est bien fait, il imite une formule de M. Clinton qui disait « on t'a dit économie idiot ». Économie stupide. Bon, voilà. Donc j'ai repris un peu cette idée pour que ça tire l'œil. Je ne savais pas si un texte de moi suffisait à tirer l'œil. Quelle est mon idée? C'est que si le président Macron vient de faire une lettre aux Européens, dans laquelle il fait des propositions auxquelles fondamentalement on ne comprend pas grand-chose, qui sont faites néanmoins sur un ton très respectueux par rapport aux Allemands. Pardon, parce que depuis l'actualité, c'est ça. C'est la réponse que les Allemands ont fait à M. Macron, et c'est une réponse qui est inacceptable, quand bien même je suis très critique à l'égard de M. Macron. L'intérêt de notre pays me conduit à dire que la réponse qui a été faite par la CDU-CSU est inacceptable. Supprimer le siège français à l'ONU, fermer Strasbourg, créer un porte-avions dans l'OTAN, enfin je ne sais pas quelle invention farfelue, cette madame Karen Bauer a imaginé en écrivant sa lettre. Quant à moi, je dis ne tournez plus autour du pot. Arrêtez de vouloir ici ou là monter un machicoulis ou une figure de plus sur cette étrange chose qu'est devenue l'Union européenne. La vérité, c'est qu'on a fait l'Europe pour organiser la coopération entre les peuples, la paix et l'amitié, et que vous avez inventé des traités stupides. Vous avez inventé des traités qui organisent la compétition de tout le monde contre tout le monde, et tout va de plus en plus mal, au point que les Anglais sont partis, que peut-être les Italiens menacent de le faire aussi, tant et si bien qu'à la fin, il ne va plus rien rester, et tout ça parce qu'on se cramponne à une idée absurde que l'Europe a été faite pour, un, faire la guerre aux Russes, et deuxièmement, permettre aux riches rentiers allemands d'avoir de beaux dividendes. Est-ce que la France doit quitter, alors, ces traités, quitter l'Europe, faire un Frexit? La France doit, par son poids, obtenir qu'on sorte des traités, et peut-être qu'on en propose d'autres. Mais j'aimerais qu'on se souvienne que la France est une puissance. L'Europe n'est pas l'Europe dont disposent la CDU et les gouvernements allemands, et nous, Français, nous serions en quelque sorte juste bons à dire oui ou non. Non, nous avons des propositions à faire. En tant que Français, notre conception du monde, notre vision des choses, nous pouvons les mettre sur la table. Regardez, on ne cesse de parler de laïcité. Vous en êtes d'accord? Pas une fois, un seul gouvernement français, pas une fois, un seul gouvernement français n'a dit on devrait mettre la laïcité dans les institutions européennes, on devrait les dire laïques. Pas une fois. Donc nous sommes, les présidents, les chefs d'État qui sont succédés sont comme des petits garçons qui trottinent derrière Mme Merkel, et ils manquent du caractère qu'il est nécessaire d'avoir pour discuter avec des gens aussi réalistes que le sont les gouvernants allemands. Voyez-vous, regardez, M. Sarkozy, il avait une bonne idée, l'union de la Méditerranée. Arrive Mme Merkel qui lui dit quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas question. Il faut s'entendre avec toute la Méditerranée, ce qui était le plan des Américains. En 2 temps, 3 mouvements, la bonne idée française s'est transformée en un truc incompréhensible et qui ne marche pas. Tandis que le petit bassin méditerranéen, où est notre avenir, à nous Français, hein?
pardon si je choque, mais il faudrait que tout le monde se rappelle que dans le petit bassin méditerranéen se trouve en quelque sorte l'histoire de notre patrie et sans doute une bonne partie de son futur. Eh bien non, c'est comme si ça n'existait pas. Et nous voilà rivés à un système, à des traités qui organisent la fin des services publics, sauf que la France, en les services publics, il n'y en a pas. Pas d'harmonisation sociale, la France, en la sécurité sociale, il n'y en a pas, etc., etc. C'est-à-dire des traités qui nous détruisent à petit feu. Donc, si c'était moi qui menais ces affaires, je dirais, ça ne peut plus continuer. Et vous dites à Emmanuel Macron qu'il est devenu dangereux parce que sa peur anti-russe, sa phobie anti-russe, le fait rôder aux frontières derrière. Ça veut dire que vous dites, détournez-vous Emmanuel Macron d'Angela Merkel, mais allez tendre la main à Vladimir Poutine, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Non, il faut tout faire en même temps. Il faut dire à Mme Merkel maintenant, bon stop, vous arrêtez, parce que ce machin va s'effondrer à cause de vous. Les Anglais sont déjà partis, d'autres pourraient partir bientôt. Ce truc va s'effondrer si vous ne changez pas la nature des traités. Je n'ai pas le temps ici de développer davantage cette thèse, mais figurez-vous que nous autres, les Français, nous ne pouvons pas regarder les trains passer. Après, ce que je dis, ce qui est vrai, c'est non, les Russes ne sont pas nos ennemis. Je répète, pour que tout le monde m'entende bien, les Russes ne sont pas nos ennemis, ce sont nos partenaires. Et chaque fois que nous nous fâchons avec les Russes, c'est pour les Français que ça tourne mal. Par conséquent, il faut s'entendre avec les Russes. Et il faut arrêter de se faire un film sur la menace russe. Ils financent certains de nos partis politiques quand ils ont du mal à boucler les oui, il paraît. Je ne sais pas si c'est vrai. De prêt. Vous ne pouvez pas le prouver, mais je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est tout à fait détestable pour ceux qui acceptent cet argent. Mais il paraît maintenant que les Américains, et je vais vous dire, il y a pire que les Américains et les Russes, il y a les multinationales qui financent le parti ALDE en Europe, qui était justement celui auquel voulait adhérer M. Macron, qui a donc été obligé de condamner ça. Mais regardez bien la réalité en face. S'inventer des films avec les Russes ne nous mène nulle part. Et maintenant, la situation devient dangereuse, parce que comme les Américains tirent sur la ficelle, ils ont décidé d'installer des batteries antimissiles en Pologne. Tant et si bien que les Russes disent, si vous faites ça, nous en ferons autant. Mais à votre avis, qui est-ce qui va être visé? C'est forcément les Allemands et les Français. Et nous avons toujours eu pour doctrine, nous autres Français, compte tenu de la dissuasion, que l'Europe ne peut pas être un théâtre de guerre. Donc moi, je suis pour l'Europe de la paix. Donc on ne se bat pas avec les Russes. C'est simple à comprendre. Et je dis à M. Macron, vous êtes en train de faire une erreur terrible en vous mettant dans cette histoire de fou d'aller vous pouiller avec M. Poutine. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc commencez par secouer Mme Merkel et allez vous entendre avec M. Poutine. Ne mélangez pas les rôles. J'ai deux questions qui concernent le climat et c'est très important. C'est un thème que vous portez à l'écologie. Emmanuel Macron propose la création d'une banque européenne du climat pour financer la transition écologique. Une bonne ou mauvaise idée selon vous? Je vais vous dire que si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Donc pourquoi pas une banque, bien sûr, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la nouvelle société qu'il faut faire naître. M. Macron n'est pas le seul coupable. Les autres en sont au même point. Ils ne comprennent pas que le changement climatique est commencé. Par conséquent, la catastrophe est devant nous. Ce dont il est question, c'est de changer toutes nos manières de produire, de consommer et d'échanger pour nous adapter à la nouvelle phase de la civilisation humaine où il va falloir s'entraider davantage qu'être en compétition. Or, tous ces gens, dans leur tête, la compétition est le sommet de l'activité humaine. Alors, je vous dis non, cette période-là est finie. Vivez avec votre temps. Et dans notre temps, c'est à ça qu'il faut se préparer. Donc, Monsieur Macron, ne croyez pas qu'on règle le problème du climat avec une banque. Non, 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 on le règle en changeant la production. Vous proposez une règle verte, ne plus prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer. Qu'est-ce qu'on fait avec nos agriculteurs? Qu'est-ce qu'on leur dit? Arrêtez de produire, arrêtez. Non, il faut changer les méthodes. La règle verte, je suis pour qu'elle soit dans la Constitution. C'est-à-dire, on décide, on est une grande nation technique, on décide que dorénavant, on ne prendra pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Madame Ferrari, prenons le cas inverse. Si on continue à prendre tous les ans à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer, il y a un moment où il n'y aura plus rien. C'est ça qui arrive devant nous. Donc si nous décidons ça, il faut changer toutes nos manières de produire, les matières premières, les outils, les formations des ouvriers. Sur une longue période, pas sur... Il nous faut 20 ans pour faire ça. Mais si on ne fait rien... la catastrophe arrivera avant et on ne sera pas prêt. Quant à l'agriculture, c'est une très bonne question que la vôtre. Croyez-vous qu'on va pouvoir continuer longtemps avec des glyphosates, des pesticides qui sont en train de tuer la biodiversité, de mettre en danger la vie des paysans et ceux des gens qui consomment ces produits? Enfin, écoutez, il faudra un jour se rappeler que nous sommes des êtres humains, donc quelque chose d'assez fragile, que nous dépendons de ce que nous mangeons. Voilà, c'est quand même pas très difficile à comprendre. Donc ce que moi je dirais aux paysans, c'est qu'il faut changer tout ça. Et ils peuvent l'entendre, parce que la France est une nation technicienne, les paysans aussi, ils aiment bien faire. Il ne faut pas croire que c'est juste des gens butés bornés dans leurs habitudes. Ils ont changé tellement de fois de manière de produire. Eh bien, ils devront changer encore une fois. Il y a des marches pour le climat qui sont organisées vendredi, notamment en France. Bien. Il y a Jean-Michel Blanquer qui organise de 16h à 18h, vendredi, dans les lycées, des discussions autour du changement et de la transition écologique.
Vous lui dites bravo ou pas? D'abord, on connaît le coup. Maintenant, les macronistes, chaque fois qu'il y a un mouvement, ils proposent un débat. Donc, pour diluer le mouvement dans le débat. Les jeunes font grève dans toute l'Europe, si j'ai bien compris, ce jour-là. Et je les en félicite, c'est très bien. C'est la première fois qu'on voit dans l'histoire une jeune génération réclamer, non pas pour elle, mais pour tout le monde, et montrer du doigt les anciens pour leur dire « Mais comment vous avez réussi à ficher un bazar pareil, et en plus, vous ne faites rien pour essayer de le corriger ?» C'est un événement que je trouve immense. Donc il faut qu'il y ait le 15 et le 16 de belles mobilisations pour le climat. Quant à M. Blanquer, il m'amuse parce que d'abord, pas sûr que ça marche, mais surtout, je voudrais que c'est pas très laïque tout ça. Si vous organisez des débats politiques dans le lycée, il va falloir donner des garanties de pluralité des points de vue. Je ne sais pas comment on organise une chose pareille. Donc je pense qu'il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Hein. Je pense que les jeunes gens seraient bien inspirés de manifester vendredi comme ils le feront dans toute l'Europe. Et vous ne croyez pas que cette jeunesse-là, c'est pas une jeunesse qui est issue de cette élite que vous fustigez à longueur de journée, cette jeunesse qui peut penser à l'écologie, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de quoi manger à la fin du mois? Alors attendez, deux choses. D'abord, moi je fustige pas les élites, j'ai jamais pris l'oligarchie pour une élite. L'élite, pour moi, à mes yeux, c'est ceux qui sont instruits, qui aiment les autres, qui se dédient au travail. C'est ça pour moi l'élite. Donc moi je suis pas anti-élite, je suis anti-oligarchie. Maintenant, ces jeunes gens qui luttent contre le changement climatique, mais je crois qu'ils ont une vision assez globale. Je trouve ça extrêmement enthousiasmant. C'est la première génération collectiviste qu'on voit depuis maintenant plusieurs décennies, mais collectiviste au bon sens du terme. Au sens russe, l'Union soviétique du terme? Quel sens russe? De quoi me parlez-vous? Collectivité. Mais vous êtes au courant que l'URSS est finie depuis 1991, donc ça fait un moment déjà. Un tout petit peu, oui, Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, mais on a le droit d'être collectiviste sans être soviétique. On peut être collectiviste, c'est-à-dire être soucieux du collectif, penser que ni vous ni moi, Madame Ferrari, devant une vague de 40 mètres en mer, vous savez, notre différence de poids jouera aucun rôle dans ce qu'on se prendra sur la tête. Eh bien, c'est pareil avec le changement. Donc ces jeunes gens ont raison. Et il ne faut pas opposer une bataille à une autre. Si vous voulez, la fin du monde et la fin du mois, c'est les mêmes coupables, les mêmes responsables, et c'est le même combat. Et ces jeunes gens l'ont compris. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup.